Composer des images narratives, c'est raconter des histoires. Mais au fait, c'est quoi au juste une bonne histoire? Eh bien, si vous posez la question à Yves Lavandier, grand spécialiste de l'écriture dramaturgique, il vous répondra qu'une bonne histoire nécessite 3 ingrédients. Du conflit et encore du conflit. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel vous l'aurez compris, il s'agira de nous appuyer sur le conflit dans l'organisation des éléments qui nous permettent de construire une image narrative. Et comme rien ne vaut une belle arène pour poursuivre un tel objectif, j'ai sélectionné pour vous le théâtre des hostilités. Allons-y. Dans une production narrative, le choix de l'arène dans laquelle se déroule l'action a un impact déterminant sur le déroulement de celle-ci, autant que sur la réception de l'observateur, du lecteur ou du spectateur. Le théâtre est aussi essentiel à une histoire que l'est son inscription dans un temps ou une époque. Vous vous transporterez donc à Wimbledon, l'enceinte reine du tennis, écrin dans lequel sont écrites quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de ce sport. Nous sommes le 22 juin 1981. Ce jour-là, l'Américain John McEnroe, âgé de 22 ans, affronte son compatriote Tom Gullikson au premier tour du British Open. John McEnroe est donc notre protagoniste. Le joueur fait partie du panthéon de son sport et la rivalité l'opposant au Suédois Björn Borg et la très spectaculaire opposition de style qui en résulte fait basculer le tennis dans l'ère moderne. Génie flamboyant, porté vers l'attaque, John McEnroe est aussi un perfectionniste qui rêve du match parfait et ne supporte ni l'échec ni l'injustice. Les nombreux coups de sang dont il s'est rendu coupable sur tous les cours de la planète participent de sa légende. Ce 22 juin 1981 donc, à 1 partout dans le premier set, l'Américain sert à 15-30. Quand sa balle est annoncée faute par l'arbitre Edward James, John McEnroe, convaincu au regard de l'impact qu'elle laissa sur la ligne que sa balle est bonne, perd instantanément le contrôle de ses nerfs. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Chalk flew up! It was clearly in! How can you possibly call that out? How many you can miss? That piece walking over, everyone knows it's in this whole stadium, and you call it out? Explain that to me, will you? The linesman called a fault because the ball was on this side of the court. Ainsi le match est-il interrompu pendant plusieurs minutes, durant lesquelles le joueur invective l'arbitre. Aussi, ce comportement crée-t-il la stupeur au sein du très policé All England Lawn Tennis and Croquet Club. Shocking, isn't it? Parce que la scène est insolite, parce qu'elle se déroule dans un cadre singulier, et parce que nous avons là un acteur hors pair, je vous propose d'entrer sur le center court du plus vieux tournoi du monde, afin d'en faire le sujet de notre séance. Celle-ci aura pour objet d'esquisser la mise en place d'une image qui raconte l'affrontement du joueur avec le juge-arbitre. Nous nous intéresserons à la gestion de la surface de l'image, la manière d'en régler la hiérarchie et d'en motiver l'organisation, de manière à produire un dessin lisible et efficace. Pour commencer, intéressons-nous à la manière dont procède notre esprit au moment de convoquer les différents éléments utiles à la composition de notre image. Nous recrutons en premier lieu la tête d'affiche et sa silhouette reconnaissable. La raquette est cet accessoire indispensable qui permet d'asseoir son statut de joueur de tennis. Le filet est, quant à lui, un marqueur significatif de la scénographie. Puis viennent l'arbitre perché sur sa chaise et le juge de filet qui, dans la situation présente, vont jouer le rôle d'antagoniste, car ici, c'est bien contre l'ordre établi que se révolte John McEnroe, bien davantage que contre son adversaire du jour qui devient anecdotique. Nous constatons immédiatement qu'un dessin de la scène, sous la forme d'une simple liste des éléments appelés à y jouer un rôle, s'avère pauvre et peu satisfaisant en termes de composition. Instinctivement, les éléments sont placés sur la surface du cadre en fonction de leur importance. Ici, le protagoniste est situé au centre,
rejetant les autres éléments sur la droite du cadre, ce qui occasionne un déséquilibre de l'image dont le poids se trouve déporté de ce côté. La conséquence d'une telle décision provoque un grand vide dans l'image dont la surface n'est pas prise en charge dans sa totalité, l'œil circulant sur une zone inerte et inintéressante. Ainsi, l'ennui guette l'observateur, d'autant que la disposition des personnages, alignés sur le bas de l'image, ne propose aucune profondeur. Le produit de leur addition ne suffit pas à nous raconter quoi que ce soit et aucune hiérarchie ne se dégage quant au rôle qu'ils tiennent respectivement, car ils sont tous de la même taille et l'œil passe mollement de l'un à l'autre sans marquer d'arrêt. Au regard de cette première mise en place insipide, nous constatons que la prise en charge de la surface d'une image ne peut consister en une simple liste et qu'il est nécessaire d'y apporter une hiérarchie. La première décision consiste à prendre en charge l'importance de chaque figure et d'accorder à celle-ci la taille et l'emplacement qui conviennent à son rôle. Ici, la silhouette de John McEnroe est agrandie et décalée sur la gauche de l'image qui restait jusqu'alors inoccupée. La nouvelle envergure dont cette figure est dotée bouleverse le rapport de distance qui s'instaurait préalablement. En mettant le joueur en mouvement se déplaçant vers l'arbitre, on lui définit un objectif, une trajectoire. L'image vient de trouver un sens. Cependant, les éléments qui composent le second plan restent trop individualisés et peinent à former un véritable plan sur lequel le mouvement du joueur doit achoper. Ça manque de lien. À ce propos, notons la nouvelle posture du juge en appui sur le filet, de façon à créer un lien entre les deux éléments. De la même manière, il convient de proposer davantage de liens entre les éléments qui composent ce second plan. À cette fin, on introduit de nouveaux acteurs ignorés lors du casting initial. Un ramasseur de balles en position permettra de faire le lien entre le juge de filet et la chaise de l'arbitre. La silhouette d'un juge de ligne à l'arrière-plan vient s'ajouter à cet ensemble, augmentant la sensation de profondeur. Dans le souci de proposer une variété de plans permettant à l'œil de s'engouffrer à l'intérieur de l'image, la silhouette de Tom Gullickson est ajoutée au tableau. Celle-ci est assujettie à la figure du protagoniste. À présent, l'image se compose de deux blocs distincts, le premier regroupant les joueurs et le second les autres acteurs de la partie. Une rapide prise en charge de l'arrière-plan permettra de rendre compte de la profondeur d'espace en même temps qu'elle donnera plus d'emphase à la scène qui se déroule devant un public nombreux. En suivant la structure horizontale créée par la frontalité du filet, on figurera les bâches du fond de cour et le public dans les gradins juste au-dessus. Une première proposition offre une surface trop contrainte dans la partie supérieure du cadre qui la rend anecdotique et peu active. En descendant cette bande, on renforce la présence du public en même temps qu'on met en évidence deux éléments essentiels de la composition. La tête de John McEnroe ainsi que celle de l'arbitre émergent ensemble, désignant ainsi à l'observateur le duel qui s'annonce. Enfin, les lignes délimitant le terrain viennent dynamiser le mouvement d'avancée du personnage en même temps qu'elles produisent un effet de profondeur. La mise en place qui résulte de ces différentes actions est bien sûr tout à fait perfectible, mais elle propose néanmoins une base de travail à partir de laquelle il devient possible de penser une image. C'est ce que nous nous bornons à atteindre dans un premier temps. Un autre élément à prendre en compte concerne la manière dont on veut faire participer l'observateur. S'agit-il de le garder à bonne distance et de lui présenter une vision objective de la situation, ou au contraire de l'installer au cœur de l'image, au plus proche de l'action? Dans ce second cas, l'exploitation de premiers plans rapprochés convient à une immersion plus intense de l'observateur. Leur utilisation coïncide avec le hors-champ. La forme est rognée car elle ne peut intégrer le cadre de l'image sans perdre son intégrité. Il s'agit alors de choisir ce qui doit ou ce qui suffit à être montré pour servir la lisibilité et la compréhension de l'observateur. Ici, une proposition consiste à cadrer sur les jambes du protagoniste.
Il est notable d'ailleurs que cette décision engage la lecture de l'image dans son ensemble, puisqu'elle conduit à une modification du centre d'intérêt. C'est désormais sur la figure de l'arbitre que se porte l'attention du regardeur. Chaque cadrage ne questionne pas seulement ce qu'on donne à voir, mais il situe le point de vue de l'observateur. Il lui attribue des coordonnées en rapport avec l'image. À ce titre, il est possible de lui attribuer le point de vue de l'un des protagonistes. Dans cette esquisse, il serait question de voir la scène depuis la situation de Tom Gullikson. On sait que la taille d'un sujet dans le cadre est un facteur important de la narration en images, et que la distance à laquelle on se tient du sujet produit des effets variables qui doivent être manipulés à dessein. Qu'il montre une action, une émotion, ou qu'il engage une dimension psychologique, un cadrage est toujours le résultat d'un choix motivé. Observons un dernier point de vue sur la scène avant de vous permettre de déterminer le vôtre. On a situé l'œil de l'observateur au ras du sol, quelque part en retrait de la chaise de l'arbitre, de sorte que c'est désormais le groupe formé par l'arbitre, son assesseur et les ramasseurs de balles qui fait office de premier plan. Les éléments qui composent ce premier groupe se chevauchent de sorte qu'ils constituent un bloc compact opposé à la figure solitaire de John McEnroe. Le joueur est seul face à l'autorité, et plus globalement face à ce qui représente les règles du jeu. À ce titre, la figure de son adversaire, en fond de cour, est elle aussi intégrée au groupe afin de confirmer l'isolement du protagoniste. On notera l'utilisation du hors-champ sur la droite de l'image, notamment dans la partie supérieure qui rogne la figure de l'arbitre et nous prive de son identité. Les lois du jeu n'ont pas d'identité. John McEnroe semble s'adresser au ciel, et à défaut d'interlocuteur, on doute qu'il conserve une chance d'être entendu, ce qui porte le sentiment d'injustice à son paroxysme. Voilà, c'est maintenant à vous de servir. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez visionner la scène sur laquelle nous nous appuyons. Pour cet exercice, je vous conseille de dessiner vite et de dessiner beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez chez vous. I'm going to award a point against you, Mr. McEnroe. He's already had one warning. Loss of a point awarded by Mr. Edward James. You are the incompetent. Because you were I'd like a using referee. that- You're not supposed to announce it. You're doing the show. Can I have the referee brought out, please? Right now? We can wait. It's fine. Well, he's exercising his right here to get the referee out. But I must say, I think the umpire on this court will have plenty of supporters when he awarded a penalty point on that occasion.